Entourés de mers tumultueuses, balayés par les vents, protégés par les glaces et le froid, les régions boréales sont demeurées longtemps à l'écart du monde. À l'exception des Vikings, des chasseurs de baleines et de quelques rares aventuriers, l'Arctique demeure longtemps un monde mystérieux, une terre de mythes et de légendes. Il faut attendre le XXe siècle pour que les explorateurs s'attaquent à l'ultime frontière et que le monde, à l'écoute de leurs exploits, découvre la beauté des régions polaires. Mais avant d'en arriver là, il a fallu dépasser bien des limites. La première d'entre elles, vers laquelle nous mène aujourd'hui cette route magnifique, c'est le mythique Cap Nord, au bout du continent européen. Honningsvåg, 71 degrés de latitude nord. Ce petit port norvégien est très exactement situé à 2100 km du pôle Nord. Les eaux de la mer de Barents sont poissonneuses. Toute l'année, les gros chalutiers russes et norvégiens relâchent dans le port. Durant l'été, ils cohabitent avec les bateaux de croisière, notamment ceux de l'Express côtier qui font escale à Honningsvåg, situé à quelques dizaines de kilomètres du Cap Nord. À l'exception des Lapons, arrivés au début de notre ère, cette région du Finnmark norvégien reste pendant longtemps à l'écart du monde. Les Vikings s'y installent autour du Xe siècle. Les chasseurs de baleines basques, puis hollandais, à partir du XVIe. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, l'ouverture de la route de l'océan Indien par Vasco de Gama vont pousser de nombreux navigateurs à rechercher de nouvelles routes pour atteindre les Indes. C'est à partir de cet instant que le Cap Nord entre officiellement dans l'histoire. C'est l'envie de dépasser une frontière qui a poussé les Européens à venir au nord pour essayer de trouver la route maritime qui, par l'Est, permettrait d'accéder aux richesses de l'Orient. C'est pour cette raison que Richard Chancellor, à la tête d'une flotte de 3 bateaux, a quitté Londres et a mis le cap au nord en 1553. Il voulait découvrir le passage du nord-est. 2 navires ont coulé dans une tempête et Richard Chancellor, qui était le capitaine du 3e navire, a fini par dépasser le cap Nord. C'est le premier navigateur connu à avoir mentionné le nom du Cap Nord sur une carte. Latitude nord, 71 degrés 10 minutes 21 secondes. Dominant l'océan, le mythique Cap Nord est aujourd'hui l'un des hauts lieux du tourisme norvégien. En dehors de quelques voyages historiques comme ceux du prince Louis-Philippe en 1795, du roi Oscar II en 1873, c'est avec les navires de l'Express côtier qui assurent la ligne régulière le long de la côte à partir de 1893 que le Cap Nord devient véritablement un site touristique très populaire. Les touristes ne sont pas les seuls à venir durant l'été dans la région du Cap Nord. Quelques familles de Lapons, obéissant à un rituel ancestral, accompagnent chaque été les troupeaux de rennes que l'instinct pousse à migrer de l'intérieur du pays vers le bord de la mer. Bien que vivant en partie du tourisme, Niels et sa famille demeurent attachés au mode de vie traditionnel.
C'est difficile de regrouper les rennes. Alors il faut profiter du sens du vent et aussi des barrières naturelles. Quand on doit les regrouper quelque part, je regarde toujours le sens du vent, car les rennes avancent face au vent. J'aime bien cette vie, parce que je n'ai pas à suivre la montre. Je ne sais jamais ce que je vais faire le lendemain. C'est le temps et la pluie qui décident de mon travail avec les rennes. Ça, c'est pendant l'hiver. En été, quand on est ici, au bord de la mer, je surveille seulement le troupeau, pour voir si tout va bien. À côté de sa maison et de sa petite boutique de souvenirs, Niels monte chaque été un lavvo, la tente traditionnelle. Une façon d'attirer les voyageurs, mais aussi de parler du mode de vie traditionnel lapon. Pour autant, Niels n'est pas un lapon d'opérette. Malgré son âge avancé, il continue chaque année à accompagner la migration des rennes. On est une douzaine de personnes à faire le même travail. On a 2 semaines en septembre pour regrouper le troupeau de 6000 rennes et le conduire dans les terres de l'autre côté des montagnes, vers Karachok. Les 6000 rennes appartiennent à plusieurs propriétaires, mais on travaille tous ensemble. Je ne peux pas me permettre de laisser des rennes à l'écart du troupeau, sous prétexte que je n'en suis pas le propriétaire. Je dois les ramener au troupeau. C'est pour suivre son troupeau de rennes que Niels fait chaque année le long voyage jusqu'au Cap Nord. Mais il se demande parfois, notamment quand un vent glacial souffle sur ce paysage désertique, pourquoi les touristes viennent jusqu'ici. Le Cap Nord, c'est le sommet de l'Europe, la dernière frontière, le bout du continent. C'est tout à la fois un point d'observation et une frontière. Pour moi, c'est quelque chose de très fort d'être là, sur le Cap Nord, et de se dire, je regarde vers le nord, mais je ne peux pas aller plus loin. Tous ceux qui sont venus au Cap Nord, les navigateurs d'autrefois comme les voyageurs d'aujourd'hui, tous, en atteignant l'extrémité du continent, n'ont pas seulement la sensation d'arriver au bout de la route, mais également le sentiment d'avoir atteint une limite au plus profond d'eux-mêmes. Au matin, nous embarquons à bord de l'express côtier. Nous quittons Ninsvåg et nous prenons la direction de Tromsø, à une journée de navigation au sud du Cap Nord. À la suite de Richard Chancellor, d'autres navigateurs tentent de trouver le passage du nord-est vers l'Inde. En 1596, le Hollandais Willem Barents pousse l'aventure un peu plus loin, jusqu'aux îles de la Nouvelle-Zambie, avant d'être à son tour bloqué par les glaces. Durant les siècles qui suivent l'exploit de Barents, de nombreuses expéditions sont lancées en direction des régions arctiques. Mais il faut attendre la fin du XIXe siècle et surtout le début du XXe siècle pour que s'écrivent les plus belles pages de l'aventure polaire. C'est pour évoquer ces années glorieuses que nous nous rendons à Tromsø. Tromsø est à cette époque la base des expéditions polaires, une place qu'elle occupe encore aujourd'hui, un siècle après les exploits d'Amundsen et de Nansen, les plus célèbres des explorateurs norvégiens.
Tromsø, la plus grande ville nordique au nord du cercle polaire, est installée sur une île reliée par un grand pont. Elle possède, dit-on, la cathédrale, l'université et même la brasserie les plus septentrionales au monde. C'est à partir de 1850 que Tromsø se développe. Le centre-ville s'embellit, la vie culturelle devient florissante. Les habitants suivent la mode vestimentaire. On y ouvre même le premier cinéma au-delà du cercle polaire. Surpris de trouver une telle atmosphère si loin au nord de l'Europe, les premiers voyageurs lui donnent son surnom de Paris du Nord. Quand Amundsen arrive à Tromsø, c'est l'un des plus importants centres de pêche et de chasse aux phoques et à la baleine de l'océan glacial arctique. Tromsø doit sa renommée à sa situation géographique. On est très proche des régions du Nord, c'est-à-dire du Spitsberg et de l'océan Arctique. Par ailleurs, la ville a hérité des compétences humaines en ce qui concerne la navigation sur l'océan Arctique. Il y avait ici beaucoup de marins, des hommes qui avaient l'expérience de la navigation dans les conditions extrêmes, dans le froid et dans les glaces. Quand ils revenaient, l'ambiance devenait électrique, avec les odeurs mélangées de phoques, de sel, de mer et de baleines. En même temps, il y avait l'odeur des brasseries de Malte, de la bière. Bien sûr, il y avait énormément de monde dans les rues. Les enfants venaient chercher leur père, leurs grands frères, leurs oncles ou leurs grands-pères. Les femmes retrouvaient leurs maris et les couples d'amoureux se réunissaient à nouveau après une longue absence en mer. Marins, trappeurs, charpentiers de marine, cuisiniers, chasseurs, harponneurs. Tous ces hommes qui possèdent l'expérience du Grand Nord vont être précieux à Amundsen, à Nansen et à tous les explorateurs de l'Arctique. C'est leur histoire qui est retracée au musée polaire de Tromsø. L'une des salles retrace les voyages de Nansen, et notamment celui qu'il fit à bord du Fram. Après avoir longé la côte russe jusqu'aux îles de la Nouvelle-Sibérie, le Fram est pris par les glaces le 20 septembre 1893 et commence à dériver lentement avec elle en direction de l'ouest. Le bateau reste prisonnier pendant 3 ans. Les études scientifiques se poursuivent. En 1895, Nansen, accompagné de Johansen, marche en direction du pôle Nord, sans succès. Les 2 hommes seront récupérés au bord de la banquise par une autre expédition 1 an plus tard. Enfin sorti des glaces, le Fram arrive à Tromsø le 20 juillet 1896. Tromsø conserve des liens étroits avec le monde polaire, non pas en évoquant avec nostalgie l'époque des expéditions et de la chasse aux phoques, mais en regardant résolument vers le futur.
Oliver seals are now 5 years old, but already weigh over 250 kilos. So as you can see, this is a very large seal species. It's actually one of the largest you will find in what we define as Norwegian Arctic waters. So when I say Norwegian waters, it is a pure Arctic seal species. It's very close to Norway. Les liens de la ville avec le monde arctique ne se limitent pas aux musées et aux animations destinées aux enfants et aux touristes. Tromsø est le siège de l'Institut du monde polaire, dont l'une des antennes scientifiques est installée à Ny-Ålesund, au Spitsberg. La ville abrite également un important centre de recherche sur la pêche, qui demeure aujourd'hui encore une activité essentielle à l'économie locale. Les chalutiers modernes sont encore nombreux à quitter le port pour se rendre dans l'océan glacial arctique. D'une certaine façon, les pêcheurs sont peut-être les derniers aventuriers des mers du Nord. Ma première campagne de pêche au Svalbard a été une aventure. On ne savait pas trop où on allait. Donc on explorait la mer à la recherche de nouvelles zones de pêche. Mais pêcher pendant l'hiver, c'est pas très amusant quand il fait moins 24 ou moins 25 degrés. Quand la neige qui tombe te pique comme des aiguilles quand tu travailles, avec seulement 2 gros spots pour t'éclairer dans la nuit noire. Ce sont des conditions difficiles, dangereuses, avec les énormes icebergs et les glaces dérivantes. Tromsø n'est donc qu'un point de départ. Aujourd'hui pour les pêcheurs, hier pour les chasseurs de baleines, de phoques ou les explorateurs, l'horizon de l'aventure polaire se situe bien plus loin vers le nord. À 800 km très exactement de Tromsø, au Spitsberg, la plus importante des îles de l'archipel norvégien du Svalbard. Longyearbyen, 78 degrés 10 minutes de latitude nord. Même durant l'été arctique, le nord du Groenland ou du Canada, pourtant situé à la même latitude, sont prisonniers des glaces. Si le Spitsberg est épargné, il le doit à de petits courants du Gulf Stream qui remontent jusqu'à lui. Dès le début du XVIIe siècle, cette singularité climatique attire les chasseurs de baleines puis les trappeurs. Le milieu du XIXe siècle voit l'arrivée des premières expéditions scientifiques. Mais le peuplement permanent du Spitsberg ne commence qu'à la fin du XIXe siècle avec la découverte des mines de charbon. En 1906, un Américain, John Munro Longyear, ouvre une mine à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville qui porte son nom, Longyearbyen. La plupart des 2000 habitants de Longyearbyen travaillent dans l'administration, le commerce ou le tourisme. 6 mois de nuit totale et 6 mois de jours permanents. Tel est le rythme auquel les habitants de Longyearbyen doivent se plier. Même si la température estivale est plus douce, entre 6 et 10 degrés en moyenne, on n'est jamais loin de l'hiver et de la neige. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les nombreuses motoneiges alignées devant chaque maison. Dans quelques semaines, les bateaux tout d'abord, puis les voitures regagneront les garages. Alors commencera le temps des motoneiges. La motoneige est importante parce que cette île est vraiment très grande. Et pour aller en dehors de la ville durant l'hiver, vous avez vraiment besoin d'une motoneige. Toute la famille peut monter dessus. Vous pouvez prendre un passager et si vous avez des enfants, ils peuvent prendre place dans un petit wagon à l'arrière. Vous pouvez explorer la plus grande partie de l'île avec votre motoneige, surtout à la fin de l'hiver.
Quand la lumière revient entre la mi-mars et la mi-mai et qu'il fait chaud, tout le monde utilise la motoneige. Chaque soir, chaque week-end, les gens partent. Il y a alors plus de 500 motos qui quittent la ville chaque jour. En attendant que les premiers flocons recouvrent la ville et libèrent les motos, Långerbyn, enveloppée de brume, a des allures de ville fantôme mystérieuse. Il est temps pour nous de rejoindre notre bateau, le Norstjernen, qui s'apprête à appareiller pour la dernière croisière de la saison. Nous quittons Långerbyn et mettons le cap à l'ouest en direction de Barentsburg. Ce n'est qu'en 1920, par le traité de Paris, que le Svalbard, longtemps revendiqué par la Russie, la Suède et le Danemark, est attribué à la Norvège. Le traité prévoyait que tous les pays signataires, 42 au total, pouvaient exploiter les ressources naturelles de l'archipel. Mais en dehors des Norvégiens, les Russes furent les seuls à fonder des villes minières. Des 3 communautés russes du Spitzberg, une seule est toujours en activité, Barentsburg. C'est en 1932 que les Soviétiques s'installent à Barentsburg. La mine, qui se trouve au centre de la ville, à environ 500 mètres de profondeur, était jusqu'alors exploitée par les Hollandais. Depuis la chute de l'Union soviétique, Barentsburg a l'obligation d'être économiquement rentable pour survivre. Elle doit pour cela surmonter ses handicaps. Son isolement tout d'abord. La ville n'est ravitaillée que 2 fois par an par un bateau venant de Mourmansk. La vétusté de ses équipements industriels ensuite. Un accident coûta la vie à 23 mineurs en 1997. En dehors des touristes séduits par son atmosphère soviétique des années 1950, Barentsburg attire de moins en moins de travailleurs. Même si les salaires sont plus élevés qu'en Ukraine, d'où ils viennent pour la plupart, les mineurs et leurs familles ne sont plus que 500 contre 1500 il y a encore quelques années.
Je travaille 6 heures. La première semaine de 6 heures du matin à 12 heures. Et la semaine suivante de midi à 18 heures. Je ne suis pas inquiet, mais prudent. Je me réjouis de savoir que dans 10 jours, je vais rentrer à la maison et que mon travail au fond de ma mine sera terminé. Mes parents habitaient ici. J'ai donc vécu ici avec eux. Ensuite, je me suis mariée, mais nous allons bientôt partir. Nous quittons Barentsburg. Le Norsternen met cette fois le cap au nord, en direction de Ny-Ålesund. Après plusieurs heures de navigation, nous pénétrons dans le Kongsfjord, au fond duquel se trouve la station scientifique de Ny-Ålesund. Latitude nord, 78 degrés 50 minutes. Ny-Ålesund abrite la communauté la plus au nord du monde. Son histoire est d'abord celle d'une ville minière. Mais en 1962, un grave accident qui fait 21 victimes entraîne la fermeture de la mine et l'ouverture 2 ans plus tard d'un important centre international de recherche scientifique. Karl, l'un des 35 chercheurs vivant ici toute l'année, est ingénieur en optique. Je ne dirais pas que c'est une aventure de vivre ici. Ce serait plutôt une sorte de défi. C'est difficile à dire. C'est peut-être comme une sorte de quête de l'inconnu. Comme la plupart des Norvégiens, mes héros, quand j'étais un petit garçon, étaient les aventuriers de l'Arctique. Tous les Norvégiens ont été de grands fanatiques des héros nationaux de l'histoire polaire. Parmi ces héros, Roald Amundsen est l'un des plus admirés. À bord du dirigeable Norge, il quitte Ny-Ålesund le 11 mai 1926. Après une traversée de 16 heures, il atteint le pôle Nord. Puis il rejoint l'Alaska. La route suivie par le Norge avait survolé des régions polaires jusqu'alors inconnues
Et Amundsen pouvait affirmer en toute certitude qu'il ne s'y trouvait aucune étendue de terre. La dernière zone inconnue du globe avait enfin livré ses secrets. Le petit train de la mine fait désormais partie du décor. Il témoigne à sa manière du changement intervenu en quelques décennies. Dans les années 60, l'atmosphère de Ny-Ålesund était polluée. Sa pureté est aujourd'hui un atout pour les chercheurs. La principale activité à Ny-Ålesund, c'est la science. Ici, nous avons la possibilité de faire des recherches sur l'atmosphère quand elle n'est soumise à aucune pollution liée à l'activité humaine. Il n'y a pas d'usine, pas de trafic à proximité. Vous devez parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant d'atteindre la grande route la plus proche. On vit dans une communauté vraiment internationale. Si l'on compte toutes les missions qui peuvent être présentes dans la station, ça représente une vingtaine de pays. Ça crée un environnement de travail très stimulant. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens intéressants, parfois un peu fous, mais quand même très intéressants. Le ciel de l'Arctique change rapidement. À l'approche du Smerenburgfjord, la mer devient houleuse. Par sécurité, le commandant envoie 2 bateaux pneumatiques vers la plage où doit se dérouler le débarquement des passagers. Jag må bara ha en plan först så jag vet vad jag ska se. Får vi tanka boxen? Nej, det går det. Kan vara lågt. Ladies and gentlemen, we have now tried to make a landing, but because of the wind condition, Nordstjärn are not very stable at the anchor, and there's also too much waves on the gangway and on the shore. So therefore we have to abort this landing. We just have to discuss it a bit here up on the bridge, and then we will come back with more information really soon. De nos jours, on peut aller presque n'importe où. Ce bateau n'est pas conçu pour naviguer dans les glaces. On ne peut pas s'aventurer dans les glaces dérivantes du côté du nord-est. Là-bas, il y a vraiment beaucoup trop de glace. Mais il y a un tas d'autres lieux magnifiques. Ce n'est jamais un problème de trouver un endroit. Si vous devez en annuler un, vous en trouvez toujours un autre pour débarquer. Il n'y a pas de problème. Le commandant tient sa promesse. Après une petite heure de navigation, nous arrivons dans le Krossfjord.
La surface de l'eau est couverte de glace dérivante. Droit devant nous, émergeant de la brume, nous découvrons le glacier de Lilliehoek. Les morceaux de glace que l'on voit maintenant dans la mer proviennent du glacier. En ce moment, on peut entendre le bruit qu'ils font en tombant du glacier, parce qu'à cause des conditions climatiques que nous avons maintenant, il y a beaucoup d'activités et de gros morceaux se détachent du front du glacier et tombent dans le fjord. « 60% de la superficie du Spitsberg sont occupés par les glaciers. Ceci n'est seulement qu'une partie d'un grand glacier qui couvre une grande partie du Spitsberg. Vous avez une grande calotte glaciaire et puis des petits bras, des langues issues de la calotte et qui viennent se jeter dans le fjord. Je suis venue ici les 4 dernières années et c'est suffisant pour mesurer de grands changements dans le front du glacier. On peut voir qu'année après année, il recule. Mais si on veut juger réellement du glacier, il faut regarder comment il grandit à l'arrière et pas seulement à l'avant. Mais malheureusement, la plupart des glaciers sont en régression. Après la fascinante navigation dans les glaces du Lilliehoek, nous arrivons dans le Møllerfjord. Cette région inhospitalière était autrefois au cœur de la zone de chasse des trappeurs.
Björn Finstad n'était pas revenu dans cette région depuis les années 1960. Laissant femme et enfants, c'est à cette époque qu'il décide de devenir trappeur. Après une première expérience au Groenland, il s'installe pendant une année entière au Spitsberg, seul, pour chasser l'ours et le renard. Il habite alors une hutte en bois identique à celle construite en 1911 à Camp Zoe par le plus célèbre des trappeurs, Henry Rudi. Quand j'étais petit garçon, j'ai lu des histoires de trappeurs et d'explorateurs comme Nansen et Amundsen. Des histoires qui se passaient au Groenland ou au Spitsberg. C'est comme ça qu'est né mon goût pour l'aventure. C'est l'envie d'aventure qui m'a poussé à venir ici. Pour les trappeurs, le Spitsberg au début du XXe siècle est encore une terre d'aventure. Un monde où on peut tuer sans limitation les morses, les phoques et les renards de l'Arctique. Henry Rudi, surnommé roi de l'ours polaire, aurait abattu entre 1911 et 1947, année de sa retraite, 713 ours blancs. Ce dont se souvient Björn Finstad, ce n'est pas du nombre d'ours ou de renards abattus, mais plutôt des conditions climatiques extrêmes et du danger des glaces dérivantes. Je me souviens d'une fois où on avait installé une tente dans la partie est du Svalbard, dans la baie d'Agardbukta, qui était gelée. On était à environ 3 km de la terre ferme. Un soir, immédiatement après que l'on se soit endormi, on a été réveillé par un drôle de bruit. C'était la tente qui claquait au vent. On a ouvert la tente. On s'est alors rendu compte que l'on était en pleine mer. La glace s'était détachée. On a paniqué. On a enfilé en vitesse nos bottes sans prendre le temps de mettre de chaussettes. On a très vite plié la tente. On l'a nouée autour de nous. Et en s'appuyant sur des morceaux de glace qui flottaient, on a réussi à regagner la rive. Les temps ont changé, et les mentalités aussi. Les trappeurs qui vivaient de la vente des fourrures ont aujourd'hui cédé la place aux protecteurs de l'environnement. Les renards blancs du Spitsberg peuvent aujourd'hui se promener sans crainte. Le voyage approche de son dénouement, le 80e degré de latitude nord. Mais avant d'atteindre cette ligne mythique qui entrouvre le chemin du pôle, le Spitsberg nous offre l'éblouissant spectacle de glaciers gigantesques se mariant avec la mer.
Nous sommes à 80 degrés et 3 minutes de latitude nord. Et on va continuer à naviguer ainsi vers le nord en longeant le bord de la banquise afin d'observer la nature et la glace. Le spectacle dépasse toutes nos espérances. Nous découvrons la banquise à l'instant même de franchir la ligne mythique du 80e degré de latitude nord. Au-delà de cette immensité blanche qui ondule jusqu'à l'horizon, il n'y a rien. Rien d'autre que ce point imaginaire qui a fait rêver tant d'explorateurs et d'aventuriers, le pôle Nord. Regroupés à l'arrière du bateau, les passagers fêtent le moment le plus fort de leur voyage. Au-delà de l'émotion d'avoir atteint une telle latitude, il faut pourtant se poser la question de l'avenir de l'Arctique. Les glaces qui emprisonnèrent le Fram de Nansen il y a de cela moins d'un siècle n'ont plus rien à voir avec celles de la banquise que l'on a découvert au cours de cette croisière. Hier épaisse et puissante, aujourd'hui mince et fragile, la banquise est en danger de mort. Les aventuriers du Grand Nord ont mis plusieurs siècles à ouvrir les routes qui traversent l'Arctique et conduisent au pôle. Il reste à leurs descendants la tâche ô combien difficile d'empêcher qu'elles ne disparaissent.